À la une ce soir, les salariés de France Antilles reçus par leurs repreneurs potentiels. Ils ont pu faire part de leur inquiétude quant à leur avenir. Pour rappel, l'un des aspirants à la reprise annonce déjà 80 licenciements au sein du groupe. 3 stagiaires martiniquais sur une promo de 15 devant partir en stage à l'étranger, laissés sur le carreau. Le pays d'accueil ne semble pas accepter les candidats souffrant de handicap. Le centre de formation martiniquais ne propose aucune solution pour l'instant. La gastronomie antillaise sera mise à l'honneur cette semaine sur le parking du stade Pierre-Aliquet. À 80 professionnels de l'alimentation proposeront dès demain différentes saveurs locales. Il s'agit du premier salon saveurs et traditions culinaires. Enfin, la consommation d'insectes devient tendance en Guadeloupe. Une boutique spécialisée y a d'ailleurs ouvert ses portes. Elle propose des produits importés pour l'instant. Les chiffres du tourisme semblent très bons pour ce premier trimestre en Martinique. Des chiffres que nous analyserons dans cette édition avec notre invité Philippe Lecuyer, qui est président de Zilea. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nouvelle étape dans la procédure judiciaire de France Antilles. Les salariés du quotidien ont rencontré aujourd'hui les représentants de leurs futurs repreneurs. Ils ont pu faire part de leur inquiétude quant à leur avenir au sein du groupe. Voyez les précisions de Jean-Marc Dabreux et de Kéra Felroni. Opération séduction. Devant les représentants syndicaux, l'administrateur judiciaire et les autres forces vives du groupe France Antilles, les potentiels repreneurs présentent leur offre. On veut préserver l'indépendance éditoriale, on veut renforcer les moyens, on injecte beaucoup d'argent pour développer France Antilles, tant sur le papier que sur le digital. Donc ça, c'est un point de vue important. On préserve l'ensemble des emplois, donc tout ça, ce sont des moments et des sujets extrêmement importants. Mon offre, qui je pense est celle qu'il faut faire, vise à ce qu'il y ait une soixantaine d'emplois qui ne soient pas repris. Et une fois de plus, ce n'est pas moi qui suis le fossoyeur de l'emploi, moi je suis juste qu'un repreneur. Donc je pense que pour le bon fonctionnement de cette entreprise, ils doivent être moins nombreux et qu'il y a des choix à faire. Si le maintien de l'emploi est une priorité pour les salariés, l'objectif est aussi d'assurer la pérennité du journal. Pour certains, cela doit passer par des investissements à long terme. Que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guyane, nous ne pouvons pas contenter nous devenir qu'un journal. Nous faire autre chose, nous gagner de nouveaux parts de marché. C'est comme ça qu'on arrive à pérenniser l'entreprise là. Et c'est ça nous cherchons à toutes ces offres là. Et comme ça, c'est ça qui permet nous de dire nous arrêter en position. Nous ne pouvons pas arrêter nous sans cette position de jeux là. Comme quoi oui, il peut prendre 100% des monde. Il peut prendre 100% des monde jeux là. Mais demain matin ou après demain, il peut foutre les monde dehors. Il peut dire qu'on ouais, il pas marché. Les repreneurs ont jusqu'à demain minuit pour faire des contre-propositions. En attendant, le journal continue de fonctionner. À la rédaction, cœur de la société, ces derniers mois marqués par le redressement puis la liquidation judiciaire ont été difficiles. Malgré tout ça, on essaie de créer une ambiance favorable au boulot, notamment à la production du journal. Mais c'est vrai qu'on ressent en permanence une espèce d'ambiance pas très favorable à un bon travail, quoi. On n'a jamais arrêté, il n'était pas question pour nous donc d'arrêter. Dès lors, la matière première qui est l'information, il faudrait la chercher, la traiter et la mettre au goût du jour à la disposition du lecteur comme il faut. Prochaine étape importante pour les salariés, une audience au tribunal mardi prochain. Ils feront leur choix et pourront ouvrir une nouvelle page pour le seul quotidien des Antilles-Guyane. 26 grammes d'herbe de cannabis, 87 grammes de crack, des armes de poing, des cartouches de fusil, des bijoux. C'est le bilan de la grande opération de contrôle effectuée ce matin à Fort-de-France. Les voies d'accès au parking, les halls d'entrée, les locaux collectifs, les cages d'escalier de la cité Ozanam et toutes les parties communes ont été fouillées par environ 80 militaires. Ils ont effectué des contrôles d'identité et recherché des véhicules volés ou signalés sur le parking. Voyez les réactions recueillies par Louis Sabas. Alors, il n'y a pas de réaction, mais c'était bien un contrôle effectué à la cité Ozanam à Shellcher. En bref, 9 lignes du réseau Mosaïque sont à l'arrêt depuis ce matin. Les chauffeurs des entreprises sous-traitantes opèrent un droit de retrait pour dénoncer le mauvais état des bus selon eux. Plusieurs lignes de la ville Shellcher sont impactées. Pour l'heure, rien n'indique si un retour à la normale est prévu demain.
Voilà ce qui s'apparente à un véritable cafouillage au sein de la sécurité sociale. Une salariée de Madianette a manifesté son mécontentement devant le siège de la sécurité sociale. Elle réclame des explications à l'institution sur son dossier. Victime d'un accident du travail en juillet 2015, elle ne reçoit plus d'indemnité depuis janvier dernier. La sécurité sociale lui aurait demandé de reprendre le travail alors qu'elle estime son état de santé ne lui permet toujours pas. La mère de famille se dit dans une situation financière très difficile aujourd'hui. Voyez ses explications face à la caméra de Jean-Marc Dabreux et de Guy Raphaël René. J'ai les certificats, j'ai les attestations, j'ai tout du kiné qui stipule le problème que j'ai à l'épaule et qui stipule que je ne peux pas. Et j'ai les arrêts du docteur, c'est-à-dire mes feuilles datées, qui sont à jour jusqu'à ce jour, qui me demandent d'être toujours en accident de travail. Je ne pense pas que ça soit par plaisir. Je pense qu'il y a un problème à la société, qu'il faut arrêter ça. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me bats pour mes enfants parce que mon panier de quoi manger, c'est des voisins, c'est des amis, c'est ma grand-mère, c'est ce genre de personnes que je retrouve. Et nous, en la sécurité sociale, je pense que la personne à la sécurité sociale doit bien manger. Mais moi, je ne mange pas correctement. Nous savons très bien que nous avons quand même plusieurs cas qui nous sont déjà venus. Et là, on a voulu, par rapport au problème de Mme Armélie, de mettre un coup d'arrêt et d'avertir que ces situations ne pourront plus continuer. Et je pense que la population martiniquaise doit bien faire attention à ces histoires qui passent. Et que nous, on fait comme si que ça n'a l'air de rien, mais nous savons qu'il y a des souffrances derrière pour chaque famille dans une situation pareille. Revenons maintenant sur cette opération de contrôle d'identité opérée ce matin à Fort-de-France. 45 infractions ont été relevées, des contrôles d'identité ont été effectués sur les automobilistes et les deux roues. Voyez les réactions recueillies cet après-midi par Louis Sabas. Il y a des abus, donc il faut bien sûr faire des contrôles de police. Surtout, on a vu ces temps derniers, il y a eu pas mal de dérives, quoi, hein, des accidents en répétition. Donc voilà, je pense que c'est très important. Je suis un ancien motard. Alors, jusqu'à présent, j'ai une moto. Alors, je suis bien content qu'ils font des contrôles. Le plus souvent, quand je les vois sans casque, je dis, bon, eh bien, ils sont fous, puisque vous savez, hein, il faut bien mettre le casque. Hein. Il y a trop d'accidents, il y a trop de n'importe quoi. C'est bien dans un sens, mais après, s'ils pensent que ça va améliorer la sécurité et tout, non, il y aura toujours des accidents. Les chiffres du tourisme semblent être au beau fixe chez nous cette année. Le taux d'occupation du premier trimestre est de 80,1% contre 78,7% l'année dernière à la même période. Alors, quelle analyse pouvons-nous en faire? Pouvons-nous nous en satisfaire? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le président de Zilea. Philippe Lecuyer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les chiffres semblent être très bons par rapport à l'année dernière, 80,1%, on l'a dit. Mais après analyse, on se pose quand même la question, certains hôtels proposent moins de chambres par rapport aux autres années. Alors, quand on fait le ratio, si sur 100 chambres proposées, il y en a 10 qui sont prises, alors que sur 10 chambres proposées, il y en a 10 qui sont prises, effectivement, ça change un peu le taux d'occupation. Est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire de ces chiffres? Oui, parce que ces chiffres, on avait effectivement extrapolé, c'est des chiffres réels sur l'ensemble de nos adhérents. Les chiffres sont donc l'occupation et on se félicite de ce score parce qu'on sait que les touristes, quand ils vont dans un hôtel, ils vont aussi aller consommer à l'extérieur, prendre une voiture de location, aller dans des lieux de visite, des restaurants, des lieux de détente. Enfin, c'est intéressant pour toute la Martinique ce score. Alors, si certains hôtels réduisent la voilure, quel est l'état de santé de nos hôtels en Martinique? Il est toujours en état délicat. Il y a certains établissements qui sont toujours dans des situations difficiles, malgré ces bons chiffres. Et il faut qu'on soit surtout vigilant sur la basse saison qui s'annonce. On a quand même des signes encourageants, c'est que le mois d'avril a aussi été un très bon mois. Alors ça, c'est dû sûrement aux modifications des dates de vacances scolaires par rapport à l'année dernière. Mais rappelons-nous aussi que l'année dernière, on était en pleine crise du Zika et que nos hôtels étaient désespérément vides en avril et mai. Ce sera mieux donc cette année. Donc on s'en est complètement remis, on peut dire, de cette crise du Zika? Oui, parce que globalement, plus personne n'en parle. Ça a été un mauvais coup pour l'année dernière. On a effacé cette difficulté et on regarde l'avenir maintenant.
Alors, il y a également de nouvelles compagnies qui sont arrivées chez nous, avec elles de nouveaux touristes. Qui sont ces nouveaux touristes qui arrivent en Martinique? Alors, c'est les compagnies de Condor pour l'Allemagne et de Norwegian pour les États-Unis. On a du mal à cerner un petit peu qui sont ces touristes. Alors, il y a des enquêtes aux frontières qui sont réalisées actuellement par le CMT qui va nous permettre de définir, leurs attentes, mais aussi qui sont ces touristes et dans quel établissement ils vont. Parce qu'on voit que sur l'hôtellerie, on n'a pas tant de visiteurs américains notamment. Par contre, on a fait un beau score avec les Canadiens cette année. D'accord. Alors, j'allais vous poser la question, mais vous avez répondu à demi. Est-ce qu'on répond aux attentes de ces touristes? Est-ce qu'on sait s'ils en sont satisfaits? Est-ce qu'ils ont l'intention de revenir? Est-ce qu'il y a déjà des enquêtes approfondies là-dessus? Alors, déjà, sur les établissements, on sonde quand même les clients. On sait qu'ils sont globalement satisfaits de la prestation en Martinique, que ce soit au niveau de l'accueil, des prestations de services, de ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, comme on ne maîtrise pas leurs réelles attentes, on a du mal à leur proposer des produits qui collent exactement peut-être à ces attentes. Est-ce que les professionnels du tourisme, hormis ceux des hôtels, sont aptes à recevoir ces nouveaux touristes venant de l'étranger? Oui, bien sûr. Alors, il y a certainement des efforts, il y a des efforts à faire sur les langues notamment, sur la qualité de l'accueil dans certains secteurs. Mais notre groupement s'est mis autour d'une table et on a constitué un cluster pour réfléchir ensemble et apporter des réponses concrètes à ces attentes et ces besoins de formation que nous avons. Alors, parlons maintenant de l'hôtel Marouba du Carbet et l'hôtel Club des Trois-Îlets qui avait lancé un appel à projet, on s'en rappelle. Alors, est-ce que vous savez où on en est aujourd'hui déjà? Non, parce que la banque chargée de la transaction n'a pas indiqué combien ils avaient eu de dossiers. On m'a dit qu'il y avait eu des visites de personnes intéressées. Maintenant, je n'ai pas le nombre exact et les porteurs de projets. Et c'est la mission de l'EPFM qui est chargée de sélectionner parmi ces porteurs de projets quels seraient les meilleurs. Alors avec votre expérience, sur quel type de projet il vaudrait mieux se lancer? Est-ce qu'on revient sur le all-inclusive pour le Marouba par exemple? Non, c'était pas une mauvaise idée. C'était pas une mauvaise idée au départ, mais la capacité de l'hôtel n'est pas suffisante pour rentrer pleinement dans un système vertueux, un modèle économique satisfaisant. Il faut des hôtels plus grands, comme il en existe dans la Caraïbe. Alors, qu'est-ce qui manque en Martinique? Quel projet serait très bien et qui il y a des projets liés à la Sentier, liés à la Thalasso, des hôtels plus petits, plus cocooning. Il y a un tas de choses. Et puis, ce qui manque surtout, c'est des investisseurs qui croient en la destination. Et il n'y a que par la montée en puissance de nos résultats qu'on pourra attirer des investisseurs pour la rénovation, mais aussi pour la construction d'hôtels nouveaux. On en a besoin. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons à Saint-Plus où les élèves de l'école primaire Omer-le-Sieur se préparent à présenter un grand show. Il s'agit d'un spectacle retraçant l'histoire de la Martinique et des Amérindiens. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil reviendra sur l'ouverture de la route de Deschou qui relie Font-Saint-Denis à la commune du Gros-Morne. Mais avant, place à l'actualité des régions avec une première escale en Guadeloupe. Plusieurs associations se sont rassemblées pour intenter un procès à l'État pour réclamer réparation de l'esclavage. Une affaire qui sera examinée à l'audience ce jeudi. En attendant, le collectif a tenu une conférence de presse ce matin pour expliquer ses attentes. C'est un reportage d'Isabelle Hameau. Un simple musée ne suffirait pas pour faire acter le principe des réparations. Le Comité international des peuples noirs se dit vouloir respecter la mémoire de nos ancêtres. Le monde international implique qu'à partir du moment où il y a une reconnaissance d'un crime contre l'humanité qui est imprescriptible, eh bien cela induit nécessairement des réparations. Et la fonction d'une juridiction aujourd'hui est d'en prendre acte et de dire qu'effectivement, ce crime, dès lors qu'il est défini, qu'il existe, qui n'est pas discutable, doit générer des réparations. Quelles seront les modalités? Cela, le tribunal a toute latitude pour l'ordonner. Cette réparation, selon le CIPN, pourrait atténuer l'aliénation des Guadeloupéens, descendants d'Afrique, quant à l'esclavage. Il est bien évident que pour asseoir sa domination, les colonialistes, les esclavagistes ont mis en place toute une série de doctrines et de théories qui ont permis de justifier l'esclavage. Et l'une de ces théories était précisément de considérer que le noir, le nègre d'Afrique notamment, n'avait pas d'âme. Le
le drame qui s'est produit, c'est que l'on est arrivé à faire comprendre à beaucoup d'entre nous qu'il fallait en quelque sorte occulter cette période de l'histoire, puisque cette période de l'histoire nous dévalorisait. Il valait mieux l'occulter et ne pas en parler. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. L'audience aura lieu le 1er juin au tribunal de Basse-Terre, où il s'agira pour le comité d'exiger justice. Voilà ce qui s'apparente à un véritable cafouillage au sein d'un centre de formation. 3 stagiaires sur une formation de 15 qui devaient partir en immersion en entreprise à l'étranger se trouvent aujourd'hui sur le carreau. Si les autres élèves de la formation ont pu bénéficier de leur cursus complet, 3 femmes sont restées sur place. Alors qu'est-ce qui explique leur mésaventure? Leur formation sera-t-elle validée? Vont-elles pouvoir enfin partir prochainement? Pour l'heure, rien n'est sûr. La communication entre les parties semble être très compliqué. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall. Oui, bonjour, c'est Madame Cassio. J'aimerais entrer en contact, s'il vous plaît, avec Madame Laviolette, s'il vous plaît. Un coup de téléphone à l'établissement pour tenter d'obtenir des explications. La directrice est absente ce matin. Mirella et ses collègues devront prendre leur mal en patience. Je vous remercie. Au revoir. Cela fait plus de 20 jours que ces 3 femmes devraient être en stage à Trinidad, alors que les autres élèves de leur formation sont partis. Elles sont toujours dans l'attente. En rémission d'une blessure à la cheville, Lynn Rose est reconnue travailleuse handicapée. Quelques jours avant le départ, elle est convoquée pour une expertise médicale, une décision qu'elle a du mal à comprendre. Le document a été mis dans mon dossier dès le début de la formation, dès le début. J'ai donné le document. Donc le centre savait que j'avais le RQTH et je pense qu'en, disons, 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois de formation, ils avaient le temps d'étudier, de faire le nécessaire s'il y avait une raison de voir un expert médical, ne pas me convoquer chez un médecin, je me retrouve chez le médecin de la directrice, que ce médecin lui demande pourquoi je ne suis pas à Trinidad, parce qu'il n'y a rien qui m'empêche d'être présente à Trinidad. Depuis le 17, j'ai vu ce médecin qui a répondu ça à la directrice. Il lui a dit d'aller voir l'autre des médecins et j'attends toujours cet expert. Même incompréhension pour Katie. Selon elle, l'endométriose dont elle souffre ne devrait pas être une entrave à une immersion à l'étranger. J'aimerais savoir, ils se sont basés sur quoi en fait, puisque la pathologie n'est pas mentionnée sur le document. Un handicapé a droit de l'information comme tout le monde en fait. Alors moi je me pose des questions en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Pour Mirella, le problème est tout autre. Son CV n'aurait pas été délivré à temps pour être transmis aux entreprises trinidadiennes, un couac que cette entrepreneuse regrette, elle qui misait beaucoup sur cette expérience. Partir en pays anglophone, notamment Trinidad, où nous savons que la partie artistique a une très grande importance dans ce pays. Justement, j'avais choisi de partir parce que je suis dans l'optique d'une création d'entreprise dans le domaine événementiel. Donc c'était vraiment une aubaine de pouvoir côtoyer nos frères caraïbéens pour se calquer, acquérir, donner et pour un échange. De son côté, l'organisme de formation assure tout faire pour régler ces différends. Un accompagnement aurait été mis en place pour suivre les 3 élèves. Cet après-midi, lors d'une réunion avec les membres de l'établissement, une proposition de stage leur a été faite, mais en Martinique. Direction la Guyane maintenant, qui organise comme chez nous la semaine du développement durable. Pour l'occasion, une usine de briques a organisé une journée porte ouverte pour présenter aux professionnels du BTP ses produits, des matériaux à base d'éléments naturels. Voyez ce reportage de la rédaction d'ATV Guyane. Dans cette entreprise, on fabrique un matériau naturel depuis plus de 10 ans, la brique de terre crue, conçue à base de latérite. L'entreprise a connu un second souffle en 2015 avec son rachat et l'automatisation de l'unité de production. Le plus difficile pour concevoir ces briques, c'est de trouver la meilleure terre. Le problème, c'est qu'à ce jour, on n'a jamais trouvé un filon suffisamment important pour pouvoir garder la même terre à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut qu'on refasse une prospection et qu'on puisse extraire, pour pouvoir extraire en fait le meilleur filon possible pour nous. Mais à chaque fois, ça correspond à des petites quantités en fait. La latérite est mélangée à du sable, un peu de ciment et de l'eau. Le mélange est compressé pour obtenir des briques. Elles sont positionnées sur des palettes pendant 24 heures. Les briques sont ensuite mouillées, puis mises à sécher durant 28 jours. Plusieurs modèles sont fabriqués. Nous avons 4 modèles actuellement de briques. Nous avons la brique pleine, la brique creuse qui sert d'accessoire pour le passage
de la tuyauterie, le passage de la ferraille. Nous avons les linteaux qui servent pour l'encadrement de portes, de fenêtres et pour faire les chéneaux. Et nous avons une brique pleine avec une face lisse qui permet de faire les finitions quand vous faites du petit mobilier d'intérieur, donc des bars, des bibliothèques, un plan de travail pour la cuisine. L'entreprise n'a pas encore toutes les certifications pour répondre au marché public. Ses premiers clients sont les particuliers, de plus en plus nombreux à vouloir intégrer des matériaux naturels dans leur construction pour leur esthétique et surtout pour leur qualité. Alors, la brique de terre crue, si vous voulez, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle apporte une inertie thermique plus importante que l'agglo. Donc elle est intéressante par rapport à certaines expositions de murs, notamment tous les murs plein ouest. Elle apporte également au niveau phonique, comme elle est pleine, donc on a des propriétés plus intéressantes que l'agglo. Par contre, contrairement à l'agglo, c'est un matériau qu'il faut, comme elle est crue, qu'il faut protéger des intempéries. Et donc forcément la brique elle doit avoir un toit et une fondation bien isolée avec un hydrofuge. Depuis 2 ans, l'entreprise bénéficie du label Produit de Guyane. Elle monte en puissance. Le dernier semestre 2016, 23 000 briques ont été produites. Parlons maintenant de cette tendance qui vient essentiellement d'Asie et qui semble se développer en Guadeloupe, la consommation d'insectes. Une boutique spécialisée a ouvert ses portes dans l'île Sœur. Elle propose des insectes importés de l'Hexagone pour l'instant. Voyez ce reportage de Linda Carcy. Depuis 2 ans, dans son épicerie fine, Florence a fait des insectes comestibles son produit phare. 3 sortes d'insectes, les criquets, les grillons et les vers de farine qu'on appelle molitor et qui font toujours partie des best-of des ventes de la boutique. J'en avais entendu parler, j'en avais vu un petit peu des reportages et je les ai contactés et voilà, c'est une équipe super jeune et très dynamique, très marrante. Donc c'est un plaisir voilà, d'avoir ces produits et qui sont très bien présentés. Voilà. Loin de remplacer un repas équilibré, il se marie parfaitement avec un apéritif ou un défi entre amis. J'ai une famille de gendarmes par exemple qui venaient chercher des vers pour les mettre à la place des croûtons dans une salade. Donc elle m'avait envoyé une photo, voilà, les vers sont présents. Les gens prennent ça surtout pour l'apéritif, faire connaître, se marrer, filmer, photographier quand on mange ça. Est-ce que tu veux goûter? En bouche, les insectes déshydratés sont croustillants, épicés. Attention toutefois, aux allergies, ils sont des proches cousins des crustacés. C'est vrai que c'est bon. Sésame, cumin. Ce sont des bêtes qui sont élevées aux Pays-Bas spécialement pour être mangées par l'homme. Et qui sont ensuite en France déshydratées et parfumées. Donc là, par exemple, les criquets sont au goût de curry. Donc c'est très sec. Je dis souvent, c'est pas comme Koh-Lanta où ça dégouline de partout. C'est très sec, donc ça croustille comme une chips et c'est parfumé. Donc on a le goût on a le goût du curry. Depuis l'ouverture de sa boutique, les barrières gustatives et psychologiques semblent tomber une à une. Certains clients n'hésitent pas à faire des demandes quelque peu particulières. Après, beaucoup de gens me demandent si on a des scorpions, si on a des blattes. Ça, non. Pour l'instant, non, parce que la France est pour l'instant pas à même d'autoriser tous les insectes qui existent sur la Terre, quoi. Il y a plein d'envies, voilà. Mais c'est bon, c'est surtout bon. L'an dernier, Florence a vendu plus de 300 boîtes d'insectes comestibles, soit une par jour. Ce sont les grillons et les vers qui sont les plus appréciés, histoire peut-être d'éviter un coup de cafard. Et bon appétit si vous passez à table. Allez, on se rapproche un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Lamentin au carrefour Mao. Plus précisément, depuis aujourd'hui, une nouvelle bretelle d'accès en direction du rond-point de Jeanne d'Arc est désormais ouverte à la circulation. Vous le voyez, les automobilistes doivent passer sur un pont surélevé permettant la mise hors d'eau de cette voie qui était régulièrement inondée à chaque grosse pluie. La route initiale a quant à elle été condamnée.
Autres travaux sur nos routes, mais qui remontent à un peu plus longtemps. Vous le savez, depuis le début du mois, il est possible de rejoindre le Gros Morne entre Font-Saint-Denis sans faire le grand tour, mais en passant directement par la route de Dechoux. Les travaux ont coûté 4 500 000 €. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Moun li non content, moun li sid pas même parler. Il faut dire que depuis sa réouverture, la route de Dechoux compte à peu près 150 passages de véhicules jour et dans le même temps, on peut observer les derniers travaux de sécurisation. Alors là, c'est vraiment une merveille, nous ont dit certains automobilistes. L'asphalte est fraîchement installé, moment appréciable, la voiture coulisse tranquillement à travers une végétation luxuriante. On retrouve là les sensations de la conduite sur route forestière, c'est ça aussi le charme de la route de Dechoux. C'est une partie de la Martinique, de la forêt, au milieu de la forêt, à voir quoi. C'est agréable. C'est agréable. Et puis il y a de l'eau, de la bonne eau pure. Peu de circulation, mais quand même quelques curieux venus parfois de très loin, même du sud, pour tester la route. Suite à l'important glissement de talus enregistré il y a maintenant 8 ans, la route était restée impraticable et les travaux ont été longs. On a eu un glissement de masse en janvier 2009. Ce glissement a emporté 80 mètres linéaires de voirie. Et donc il a fallu depuis faire toutes les études nécessaires pour permettre le rétablissement de la chaussée. Plus d'une dizaine d'entreprises se sont succédées sur le site de la carrière où jusqu'à maintenant il est recommandé d'observer une grande vigilance en raison des risques de chute de blocs ou d'éboulis. Il n'est pas question d'envoyer des agents ou des entreprises travailler sans sécuriser la paroi. Cela consistait à faire tomber des blocs et des zones instables et aussi mettre en place des écrans à haute résistance pour protéger et se prévenir des risques de chute. Sur environ 800 mètres, quelques travaux restent encore visibles. Il s'agit, nous dit-on, d'une opération de sécurisation des abords. Depuis qu'on nous l'a, l'autocar passe, il y a grimé aussi nous. Parce que la route est belle, parce que pour sortir gros monde entrer là, c'est vite fait. C'est pour ça qu'il est content. Il y a aller aussi. Oui, il y a aller aussi, mais il faut un petit peu boulot parce que la route est belle. Dernier point et pas des moindres, la vitesse est limitée à 50 km/h sur tout le tracé. La fermeture de la route a été longue, maintenant c'est une histoire passée. En tout cas, ce que l'on retient, c'est la joie des usagers qui apprécient fortement les travaux réalisés. Direction Fort-de-France maintenant. Le premier salon saveurs et traditions culinaires sera organisé cette semaine sur le parking relais du stade Pierre-Aliquer. 80 bouchers, pâtissiers, cuisiniers et agriculteurs attendront le public dès demain. L'objectif sera de mettre à l'honneur les traditions culinaires à travers divers espaces. C'est un reportage de Louis Sabas. Dans son laboratoire, Nadia Malax pétrit et surveille sa pâte. La pâtissière s'affaire à préparer les gâteaux aux saveurs locales qui seront proposés demain au salon. J'essaie de faire des sablés, des biscuits sablés avec les fruits du terroir. Tout ce qui est mangue, papaye, citron, orange, gingembre. Un tout petit peu de moringa. Je n'aurai pas trop le temps de travailler le moringa. Je suis peut-être là pour 18 h ou même plus. Et à 2 h du matin, réveillé pour que les cuissons soient faites, pour qu'à 6 h, qu'on fasse des points de livraison qu'on a sur certaines stations. Et puis après, on est sur la foire. C'est donc de bonne heure qu'elle rejoindra les 80 bouchers, agriculteurs, restaurateurs et autres cuisiniers répartis sur les 17 000 m² du salon Saveurs et Traditions culinaires. Sur le parking relais du stade Pierre-Aliquer, quelques exposants s'installent déjà. Au niveau des banderoles, laquelle qui va être la mieux? Ils espèrent beaucoup de cette première qui rassemble autant de professionnels en un seul lieu. Ça peut faire un peu souvent en pays, parce que ça peut permettre des agriculteurs écouler un maximum de produits. Et puis nous-mêmes qui les petits artisans de différents produits qui sont sortis des terroirs là encore, qui permettent nous de aussi faire connaître ça nous a fait. En tant qu'ambassadeur de la crêpe martiniquaise, à la farine de banane, on se doit d'être présent sur tous les salons culinaires d'une façon générale. Donc on va jusqu'à Paris, faire le salon de l'agriculture de Paris. Donc c'était une évidence qu'on soit présent sur un salon culinaire en Martinique. La manifestation dure 5 jours. Entre concours de cuisine, animations thématiques, jeux, découvertes gastronomiques, c'est un programme alléchant qui est proposé aux visiteurs avec pour invité spécial le cochon.
On a le champion du monde Noël Jamais qui sera présent, qui va remettre en jeu son titre mondial de cri de cochon. Une élection Miss Cochon, ça n'a rien de péjoratif. C'est simplement un quiz autour de tout ce qui est autour du cochon, de la charcuterie, de sa naissance, de sa mort. Il y aura aussi comme clou de spectacle la course de cochon graisseux. Donc c'est une course de cochon, on court après un cochon dans un ring et celui qui attrape le cochon gagne le cochon et d'autres prix. Le salon Saveurs et Traditions culinaires ouvre ses portes demain à 10 h. De nombreux visiteurs sont attendus. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9 h à 14 h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier L'Aménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Peya. A tout de suite.